Le grand soir politique, bienvenue à tous si vous nous rejoignez. L'Élysée a diffusé la photo officielle d'Emmanuel Macron. On l'analysera en détail dans un instant. On reviendra d'ailleurs plus globalement sur la com du président et sur sa relation avec la presse. Tout cela commence à poser de sérieuses questions et on verra pourquoi. Et puis il y a une contre-com qui se met en place, c'est celle de Jean-Luc Mélenchon. Le match des coms, on va y revenir en détail. Avec nous pour en parler ce soir, Nicolas Boudot, bonsoir. Vous êtes conseiller en communication associé au cabinet Tilder, Claude Posternac, fondateur du site l'important.fr. Bonsoir à vous également et puis bonsoir à nos deux éditorialistes. Bonsoir. Justine Corbillon et Renaud Pila, vous les avez reconnus. Beaucoup de questions, je le disais. La présidence jupitérienne d'Emmanuel Macron peut-elle se retourner contre lui? Justine, justement, en haut de l'affiche, l'image du jour qui illustre parfaitement l'exercice du pouvoir d'Emmanuel Macron. Sa fameuse photo officielle qu'il a divulguée aujourd'hui sur Instagram. On va la décrypter, en raconter un petit peu les coulisses. La première chose que je voulais commenter, c'est sa posture, car c'est un premier code cassé. Jusqu'à présent, presque tous les présidents posent droit, les mains le long du corps, les bras le long du corps. Et bien là, il a soit sa posture de président, de pouvoir, presque avec ses mains de part et d'autre. La comparaison qui a le plus été faite aujourd'hui sur Twitter, c'est celle avec Frank Underwood, ce célèbre personnage de série américaine qui devient président, et Dieu sait comment. Alors j'espère que comparaison n'est pas raison, car il est très machiavélique, Frank Underwood. Alors moi je connais pas justement. Alors il a souvent, on va pas faire de spoiler, mais en tout cas c'est vrai qu'il a certaines méthodes pour accéder au pouvoir et surtout le garder, ce pouvoir. Donc il y a déjà cette posture. Je voulais vous montrer des images des coulisses du tournage de cette photo pour décrypter plusieurs éléments. D'abord il y a ces fameux 2 téléphones portables. C'est lui-même, on va le voir là, Emmanuel Macron, qui les positionne. C'est lui-même qui met en scène ces 3 livres de la Pléiade, Mémoire de guerre de Charles de Gaulle, Le Rouge et le Noir de Stendhal et Nourriture terrestre d'André Gide. On connaît l'amour d'Emmanuel Macron pour les lettres et la poésie. Et un dernier petit objet, un dernier mot pour dire que le bureau a été déplacé, ce qui a souvent aussi fait penser les internautes au bureau de la Maison Blanche. En fait, il a été recentré derrière la fenêtre avec ces 2 drapeaux de part et d'autre, un peu comme la photo officielle de Barack Obama. Et on va revoir cette photo pour décrypter un dernier objet. Il s'agit de l'horloge, cette petite horloge dorée qui est à côté d'Emmanuel Macron. Alors, on la voit pas très bien malheureusement ici. Elle est juste à son côté. On voit un petit bout de doré là à droite. C'est une horloge dont il ne se sépare jamais, avec ce fameux surnom qu'on lui prête depuis le début de son quinquennat, Emmanuel Macron, maître des horloges. Figurez-vous qu'il l'emmène même en conseil des ministres. Et puis un mot sur les coulisses de la photo, pour vous parler de la photographe. C'est la photographe officielle de l'Élysée. Désormais, elle s'appelle Soisig de la Moissonnière, que l'on a vue aujourd'hui encore, pas plus tard que tout à l'heure. Là, c'est des images cet après-midi à Berlin. Il s'agit de cette demoiselle. Pourquoi elle? Eh bien, tout simplement parce qu'elle suit Emmanuel Macron depuis le début. On sait que c'est un homme qui n'aime pas se faire photographier, se faire prendre en photo. Elle a installé un lien de confiance avec lui. Ça aurait pu ne pas être elle pour cette photo. Le nom de Mathias Depardon a été évoqué. Vous savez, c'est ce journaliste qui a été libéré après un mois en prison en Turquie. Mais justement, on a décidé de ne pas choisir Mathias Depardon car la notoriété de ce photographe aurait été plus importante que la propre notoriété d'Emmanuel Macron. Dernière info coulisse, elle a été prise samedi, la photo. Il aura fallu pas moins de 3 jours de photomontage sur Photoshop pour arriver à ce résultat et à ce bleu incroyable des yeux d'Emmanuel Macron. Et on va y revenir dans le détail. Avant tout commentaire, je voudrais justifier cette analyse approfondie que vient de faire Justine auprès de nos téléspectateurs qui pourraient peut-être se dire qu'on en fait un peu trop. Je parle sous le contrôle de 2 communicants. On en fait beaucoup, certes, mais parce qu'évidemment, aucun détail n'a été laissé au hasard. Tout est ultra maîtrisé. Donc évidemment, chaque détail cache une signification et c'est pour ça que je voudrais vous la faire commenter. D'abord, le décor, assez basique, les drapeaux, c'est assez classique. Le zoom sur l'horloge, maître des horloges, c'est un petit clin d'œil. Nicolas Boudot. Oui, c'est le clin d'œil au maître des horloges. C'est la démonstration qu'il veut être le maître du temps. On voit que l'horloge est à 20h20 et vous savez, il y a une sorte de phrase qu'on dit que quand il est 20 ou moins 20, un ange passe. Donc il y a peut-être aussi vous voyez, ça va jusque-là le détail. Un clin d'œil jusque-là. Oui, ça c'est mon analyse à moi. Mais... et on pourrait aller dans la symbolique des aiguilles de l'horloge sans doute beaucoup plus loin. Alors moi, c'est marrant la position dont parlait Justine, les mains appuyées sur le bureau. Le fait qu'il soit à ce point appuyé sur son bureau de travail, ça signifie quoi? Moi, je le voyais quand même comme un appui sur le travail. Certes, il est vers l'avant, c'est une position plutôt dynamique, mais il s'appuie, quoi. C'est un signe de pouvoir. Oui. C'est un signe de pouvoir, c'est j'ai la main sur les choses, il le dit clairement. Alors, c'est vrai qu'il y a une mise en scène très structurée, très particulière. Il ne faut pas oublier que, d'abord, avant toute chose, Emmanuel Macron est un intellectuel.
C'est un homme qui est passionné par la littérature. D'ailleurs, c'est la première fois qu'on nomme un ministre de la Culture qui est une éditrice, Oui. la patronne du Cherche-Midi. Donc c'est un passionné de littérature. Donc les 3 bouquins renvoient bien sûr là aussi à des images extrêmement précises par rapport à lui. Après, il y a quand même des petites modifications. Alors déjà, moi, ma première analyse, quand je vois la photo, Oui. je dirais en même temps. Vous savez, on a beaucoup dit en même temps pour Emmanuel Macron. Si vous regardez la généalogie de toutes les photos des présidents, vous avez en général des gens à l'intérieur. C'était le général de Gaulle et Georges Pompidou. Le premier qui a commencé à sortir, c'était Jacques Chirac. Et François Hollande était aussi dehors. Là, en même temps, il est dedans et dehors. Donc c'est la première fois qu'on a déjà cette bipolarité. Et cette bipolarité, c'est ni droite ni de gauche. C'est cette façon de tout déstructurer. Je rappelle qu'il a écrit un livre, et beaucoup de personnes avaient ri lorsqu'il avait appelé son livre « Révolution ». Oui, on est en une vraie révolution. Il suffit de voir le souffle d'oxygène qu'il vient d'apporter à la politique française. Alors, un petit changement qui n'est pas neutre sont les drapeaux. En général, le drapeau français est à côté du drapeau européen. Là, ils sont séparés. Ils sont séparés comme Barack Obama. Barack Obama mettait en scène toujours les drapeaux de façon... Qu'est-ce qu'il faut en conclure, les drapeaux séparés? Alors, les drapeaux séparés, ça veut dire que, quelque part, il nous dit « Je suis le président de la France, mais je suis aussi le président de l'Europe ». Ah oui, ça va jusque-là. Ah oui. Renaud, votre avis sur ça? Président de C'est mon l'Europe. sentiment. Président de l'Europe, on n'y est pas encore. Déjà, il est président de la France, et quel président pour l'instant. En tout cas, il veut l'être. Moi, je trouve qu'il y a avant tout une volonté de modernité. Et il y a une synthèse entre... Il y a des symboles de tradition, de grandes traditions. La vieille horloge française, les mémoires du général de Gaulle, André Gide, Le Rouge et le Noir de Stendhal, qui est, paraît-il, son roman préféré. Ça finit mal. Hein. Ça finit mal, exactement, mais c'est un roman à clé. Et pour ceux qui ne l'ont pas lu, peut-être, Oui. il paraît qu'on comprend mieux Emmanuel Macron quand on relit le Rouge et le Noir. Donc, c'est un conseil de lecture. On va s'y remettre dès ce soir. Exactement. Et en même temps, donc, des symboles de tradition et une posture de rupture. C'est cette posture comme ça, debout, mais un peu assis, Devant le bureau. devant le bureau, qui a un côté un peu boss américain, pour le coup. PDG même. PDG, voilà. Il y a un côté américain, moderne, dynamique. Il y a une volonté de dynamisme, de mouvement. C'est une photo en marche, un peu, pour reprendre le nom du parti qu'il a créé. Et donc, effectivement, elle a été faite pour qu'on la commente toute la journée. Oui. On en reparlera. Et c'est la technique de l'Élysée. C'est pas de parole, mais on commente les images qu'on nous fournit. Mais justement, est-ce qu'elle n'est pas un peu trop travaillée? Justine parlait de 2 ou 3 jours de Photoshop. On voit le bleu de ses yeux, effectivement, on ne voit que cela. Est-ce que c'est pas un peu trop? Est-ce que trop de com ne tue pas la com? Y compris auprès du grand public qui peut se dire, bon là, quand même... Je crois que c'était pareil pour les prédécesseurs, en tout cas pour les 2 précédents. C'est-à-dire, à partir du moment où on a inventé des logiciels pour retoucher les photos de façon un peu précise. Moi, je trouve pas ça C'est pas très trop. étonnant, puisque c'est une photo qui va faire le tour du monde, qui sera dans toutes les ambassades, dans toutes les mairies et dans toutes les préfectures, et que donc que le président soit le plus mis en valeur, je trouve pas ça choquant. En revanche, oui, vous l'avez dit et vous avez raison, tout est travaillé au millimètre et il y a une forme de symbolique, on va pas faire le tour ce soir, mais qui est extrêmement importante. Et le fait en effet qu'il soit comme ça devant le bureau, ça crée une rupture avec les prédécesseurs. On retrouve quand même un peu De Gaulle et Pompidou qui étaient aussi debout, une main sur le bureau, lui a 2 mains, et Mitterrand lui était assis avec un livre ouvert. Je ne sais plus quel livre c'était, mais peut-être qu'il y a peut-être un clin d'œil là dans les livres qui sont posés sur le bureau derrière. Non, c'est une photo qui est réussie. On ne pouvait pas dire la même chose de celle de son prédécesseur. Celle-ci est réussie. De François Hollande. Mais l'ensemble, je trouve, n'est pas très chaleureux quand même. Hein. Président de la République. Voilà, c'est pas une photo de vacances. C'est distant. Certains diraient, voilà, avec un sourire énigmatique. Oui, mais il y a le sourire. Il y a un petit sourire. Oui, il y a un petit sourire, mais on est vraiment, pour le coup, dans la représentation du pouvoir. Une question quand même sur ce que disait Justine à l'instant, le fait qu'on n'ait pas choisi Mathias Depardon comme photographe pour cette photo. Pourquoi? Parce que c'est forcément Emmanuel Macron la star, c'est ça qui... Non, je ne crois absolument pas à ça. Moi, je crois que les photographes, il faut toujours les prendre pour ce qu'ils savent faire et pas du contre-emploi. François Hollande avait fait une grave erreur. Il avait pris le père de Depardon
père de Pardon, il n'a jamais pris un portrait. C'est-à-dire qu'il a pris des tas de portraits, mais c'est sur le vif. De Pardon, c'est l'œil à la Douaneau, à l'ancienne, où on va à un endroit et on a l'œil. Mais faire une mise en scène, il n'avait jamais fait de mise en scène. Donc, c'était une erreur. Vous ne pouvez pas prendre des personnes photos aussi emblématiques, et vous avez raison de la rappeler, on va l'avoir 5 ans. Elle fera le tour du monde. Partout, vous ne pouvez pas prendre de risque. Donc là aussi, il a choisi en fonction des compétences. Voilà. Comme il a fait avec il y a un lien de confiance avec cette photographe. Comme Obama avait son photographe attitré, je pense qu'on va retrouver le même système qu'Obama, c'est-à-dire qu'en fin d'année, on aura le meilleur de la photographe du président de la République. Et là, ça fonctionne. Et c'est toute la différence de ce qui existait entre François Hollande et le président actuel. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous avez un émetteur fort. Lorsque vous êtes un émetteur fort comme M. Macron ou comme M. Obama, vous pouvez prendre n'importe quelle attitude, vous pouvez être un bébé. Lorsque vous êtes François Hollande et que vous êtes un émetteur faible, dès qu'on vous met un chapeau sur la tête avec un peu de fourrure, ça devient terriblement ringard. Donc la nature de l'émetteur et la force de l'émetteur est fondamentale. Et je rappelle aussi que la volonté du président de la République, c'est d'être en plein dans la Ve République. La première chose qu'il a dit, c'est qu'il va y avoir un président qui va présider, un Premier ministre qui va, selon les règles de l'article 20, diriger la politique du gouvernement. Il est dans ce rapport. On est véritablement de plein pied et avec bonheur dans la Ve République. On sait qu'il y avait certaines personnes qui demandaient la Sixième République. Lui, il assume la Ve République telle qu'elle est. Alors, on va avancer parce qu'il y a d'autres questions qui se posent. Serait-ce déjà la fin de l'état de grâce pour le président ? C'est ce que les premiers sondages d'après-législative semblent démontrer. Justine, ce soir, on va s'arrêter sur le sondage qui a été réalisé aujourd'hui par Kantar Sofres. La popularité d'Emmanuel Macron est en train de baisser, de s'éroder. C'est une chute, une petite chute, c'est une chute de 3 points. Il passe de 57 à 54% d'opinion favorable. Ça reste la majorité des Français, mais ce qu'on va voir, c'est que c'est peut-être une chute qui arrive un peu tôt dans son quinquennat, et pour ça, c'est toujours intéressant de faire la comparaison avec ses prédécesseurs. Il y a 2 informations lorsqu'on compare les popularités à la même époque de François Hollande et Nicolas Sarkozy. D'abord, et ça nous permet, c'est marrant, de comparer leurs 3 photos de président. Au passage. Alors, ils étaient nettement plus élevés, surtout Nicolas Sarkozy à l'époque, ça c'est un premier point, et surtout leur état de grâce, si l'on peut dire, avait duré plus longtemps. Nicolas Sarkozy au moins 6 mois, François Hollande, sa popularité s'était érodée au mois d'août, là on est au début du mois de juillet, donc c'est un peu tôt. Il y a plusieurs éléments pour expliquer ça, les conditions de leur élection sont évidemment pas les mêmes. Emmanuel Macron n'est pas le président de tous les Français, hein. On se souvient de ces 20% de la France insoumise, ces 20% de François Fillon. Il y a eu un désamour des Français pour la politique avec ses abstentions successives très fortes à la présidentielle et surtout aux législatives. Peut-être un élément d'explication serait cette macronite aiguë qui est en train de toucher la France, à savoir cet hyper-président Macron, c'est ce vocabulaire que l'on entend dans la presse, Macron-mania, président jupitérien, et puis évidemment le fait qu'il ait raflé l'Assemblée aux législatives, le fait qu'on le voit comme ça un petit peu de plus en plus pourrait expliquer un petit peu cette érosion. On parlait hier de Roi Soleil, même dans le cadre de son intervention au Congrès de Versailles. Il faut faire attention, il le sait sans doute d'ailleurs lui-même, parce qu'on sait dans l'histoire de France que les Français souvent finissent par faire de leur roi. Nicolas Boudot, comment on peut expliquer cette chute ? On peut le dire, 3 points, c'est une vraie chute, et elle est extrêmement rapide par rapport aux autres. Ce sont les limites de l'ultra-communication, justement ? Oui, mais pas de l'ultra-communication pour Macron, mais de la maîtrise de la communication. En fait, il y a un hiatus entre l'image d'Emmanuel Macron, qui est divulguée à longueur de journée par les médias, et ce que ressentent sur le terrain l'opinion publique, ce que ressentent les Français, pour le dire autrement. Et ce hiatus de communication, il est en train de créer un fossé entre l'image que l'on projette d'Emmanuel Macron et celle qui est ressentie dans les régions par l'opinion publique. Et ce hiatus-là, si Emmanuel Macron n'y prend pas garde, il lui sera rapidement fatal. Il s'était passé à peu près la même chose pour des raisons distinctes avec François Hollande il y a 5 ans, quand il avait affirmé qu'il souhaitait être un président normal et qu'il avait montré cette normalité supposée pendant ses premières vacances. Ça avait créé une rupture avec les Français qui considèrent qu'être président de la République, ce n'est pas normal. Ce qu'a compris Emmanuel Macron, mais en prenant à contre-pied justement François Hollande et en allant peut-être trop loin, il recrée un hiatus et il n'est pas compris par l'opinion publique. Donc très très vite, il va lui falloir déjà retisser un peu le lien avec les Français, parce que sa popularité n'est pas aussi haute que celle que l'on peut lire ou entendre ici ou là. De plus avoir... Oui, Renaud ? Non, c'est notamment pour ça qu'il fait le choix de s'exprimer lundi.
C'est parce qu'il sait très bien qu'il doit continuer à donner le cap, expliquer où est-ce qu'il veut aller, expliquer son objectif. Et quand on regarde de près le sondage Kantar-Sofres, il baisse auprès des catégories populaires, auprès des ouvriers, auprès de cette France qui n'a pas voté pour lui. Qui n'a pas voté pour lui, qui n'a pas voté du tout d'ailleurs, qui s'est beaucoup abstenu, ou qui a voté pour le Front National, ou qui a voté pour les Insoumis. Et ça veut dire que politiquement, ça n'a pas de conséquences s'il baisse auprès de ces populations-là? Non, après, c'est à relativiser. C'est un sondage, c'est 3 points, c'est pas non plus une chute extrêmement importante. Mais ça montre quoi? Ça montre que tout est à faire pour lui. Oui. Tout est à faire politiquement. Avoir des résultats très vite pour que les Français se disent ça y est, ça bouge. Ça, on le dit depuis le début qu'il est attendu au tournant. Non, mais il le sait très bien. L'analyse de la rupture avec les élites, c'est pas la délégation de pouvoir. C'est que les Français acceptent depuis des siècles la délégation de pouvoir à une seule condition, c'est que les élites réussissent. Bon. Donc l'inefficacité, cette inefficacité, elle s'est jouée à la fois par les déficits, par la dette, mais aussi sur le chômage. Je rappelle qu'il y a un chiffre qui est sorti il y a 2 jours, quand même assez exceptionnel, pas un commentaire dessus. Mardi, les chiffres du chômage sont sortis à fin mai, et là, qu'est-ce qu'on découvre? Pour ceux qui vont un peu dans le détail, c'est-à-dire qui vont regarder jusqu'au bout le PDF que remet la DARES à 19h, en général ils font le communiqué de presse à 15h, donc il n'y a pas tout, mais à 19h il y a tout. Et là on découvre quoi? Bien, en France, on vient de passer le cap de 6 600 000 personnes inscrites à Pôle emploi. Vous entendez ce chiffre? 6 600 000 personnes inscrites à Pôle emploi. Donc, on a passé un cap. Donc, c'est une réalité. Si on additionne toutes les catégories, voilà. Si, ABCDE. Mais c'est vrai, c'est ça Pôle, qui compte. Pôle emploi, c'est ABCDE. Alors, avant, on faisait ABC. Maintenant, c'est que A, on essaye de bidouiller. Notre responsabilité, nous, de commentateurs politiques, c'est de rappeler l'alphabet à tout le monde. Pôle emploi, c'est A, B, C, D, E. Et A, B, C, D, E, c'est l'ensemble de la France métropolitaine, mais aussi les Outre-mer. Et les Outre-mer, aujourd'hui, ça fait plus de 600 000 personnes inscrites à Pôle emploi. Donc, c'est le cadre. Et c'est pour ça que la bataille, la mère de toutes les batailles qui va avoir lieu sur la loi travail, elle est fondamentale. Elle est là, justement, pour casser ce cycle-là. Et casser quel cycle? C'est de dire tous ces gens qui sont à l'extérieur du système, que le système maintient à l'extérieur depuis des années, c'est de les remettre dans le système. Et c'est une logique complètement différente. Et c'est là aussi le paradoxe avec les insoumis. Les insoumis et la gauche traditionnelle, ce que j'appelle très souvent la gauche formole, elle est là pour défendre. Il y a la gauche molle et la gauche formole. Mais dans la gauche formole, on a la volonté de défendre les gens qui sont dans le système. Et après, malheur à celui qui en sort. Le vrai sujet, c'est comment on va remettre les gens hors du système, dans le système. Alors Justine, on va se pencher maintenant sur les relations d'Emmanuel Macron avec la presse, car toute sa communication est directement liée à sa volonté de se placer au-dessus de la mêlée, sauf que parfois, cette distance peut frôler la condescendance. Surtout aujourd'hui, avec notamment cette phrase assez étonnante que l'on a lue dans Le Monde, à la question « Pourquoi Emmanuel Macron ne s'exprime pas pour la traditionnelle interview du 14 juillet ?», son entourage répond tout simplement « Car la pensée complexe du président ne se prête pas au jeu des questions-réponses. » Que c'est maladroit. Serions-nous pas assez érudits pour comprendre peut-être le raisonnement du président? On se demande pourquoi ils ont eu besoin d'ailleurs de justifier le fait qu'il n'y ait pas d'interview en disant cette phrase. Alors les journalistes politiques la prendraient peut-être autrement, tout simplement parce qu'Emmanuel Macron cherche depuis le début de son quinquennat à mettre un petit peu à distance la presse et une certaine presse. C'est beaucoup même. Un peu beaucoup même. Alors justement, on va dresser les exemples. Simplement un mot pour dire d'abord que les seules interviews qu'il a données, il n'y en a presque pas depuis qu'il est président. Une fois à la télé, c'était nos confrères de Quotidien, à la volée, au Touquet. Une fois seulement pour la presse, c'était le Figaro. Et encore, c'était une interview donnée à plusieurs organes de presse en veille du G7. Donc ça, c'est le premier point, extrême discrétion, notamment pour trancher avec François Hollande, plus bavard. Mais il y a aussi cette volonté de contrôle de son image. On a plusieurs exemples là-dessus. D'abord, vous savez, au début de son quinquennat, le service presse de la communication de l'Élysée a essayé de choisir un petit peu les journalistes qui accompagnaient Emmanuel Macron pendant ses voyages officiels. Ça n'a pas beaucoup plu. Ça avait donné exactement cette lettre ouverte de plusieurs rédactions qui avaient voulu alerter Emmanuel Macron, écrire cette lettre ouverte pour s'inquiéter de la communication présidentielle. Une semaine plus tard, le message a-t-il été entendu? Je voulais vous montrer une petite photo coulisse du Conseil de ministres de la semaine dernière. Marie Chantré, notre journaliste, y était. C'était le moment où on prenait la photo de famille du gouvernement Philippe II. Eh bien, à nouveau, ils ont essayé de choisir les photographes qui allaient pouvoir entrer dans le jardin. Il y a eu ce piquet de grève. Alors, on voit pas très bien, mais c'est tous les journalistes à gauche ici debout. Les photographes qui ont
décidé de faire grève, de tourner le dos au jardin pour dire on n'est pas d'accord. Et finalement, la communication a cédé et ils ont tous pu entrer. Oui, ils ont contesté vraiment. Ils ont cette contesté décision. parce que c'était la première fois qu'on filtrait à nouveau encore les journalistes pour entrer, avoir accès au président. Et puis, dernier mot, pas plus tard qu'hier, le porte-parole du gouvernement, François Castaner, a été interrogé sur l'affaire Las Vegas Business France qui concerne Muriel Pénicaud, l'actuelle ministre du Travail. Les journalistes lui ont demandé est-elle en danger dans cette affaire? Écoutez attentivement la manière dont il nous a répondu. Je vous invite même à ne pas chercher à affaiblir, et ce n'est pas le cas de votre question, à ne pas chercher à affaiblir tel ou quel, parce que vous avez raison, on est dans un moment important pour la ministre du Travail. Il nous demande donc de ne pas affaiblir la ministre. Alors, est-ce à dire qu'on ne doit plus du tout parler de cette affaire qui, je le rappelle, a été révélée par Libération? Il demande à la presse de ne pas affaiblir sa ministre. Et que se passe-t-il? Un dernier mot, simplement pour dire qu'en miroir un petit peu du fait qu'il ne s'exprime pas ou très peu devant les médias, eh bien lui-même, en revanche, un peu à la Obama, mais extrêmement en scène l'exercice de son pouvoir. Plusieurs images qu'on a vues depuis un mois qui illustrent ça. Cette image incroyable, tournée par ses propres équipes, de lui qui va au standard de l'Élysée répondre directement aux gens qui appellent le standard de l'Élysée. Cette image de lui sur ce fauteuil roulant pour promouvoir les JO. Et puis très régulièrement sur ses comptes Instagram, là encore, on en parlait tout à l'heure un peu à la Obama, qui met lui-même en scène des photos de lui, de ses rencontres, de ses passions. C'est vrai qu'il y a beaucoup de photos. Renaud, vous étiez d'accord avec le fait que l'équipe d'Emmanuel Macron met la presse à distance. Vous avez des exemples concrets? Vous le sentez au quotidien? Non, mais il n'y a pas d'interview depuis un mois, là où à la même époque, je crois que François Hollande avait donné 2 interviews déjà. Oui, après François Hollande peut ne pas être une référence en la matière. Bien sûr, et ça lui a coûté très cher, donc effectivement, c'est pas une référence en la matière. Mais Nicolas Sarkozy également parlait beaucoup et allait vers les micros lorsqu'il était tendu. Là, ce qu'il y a de particulier avec Emmanuel Macron, c'est qu'il maintient vraiment la presse, notamment la presse télé, à distance. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un déplacement, lorsqu'il était le week-end dernier pour vanter les JO sur la scène qui avait été montée sportive sur la scène, c'est le cas de le dire, eh bien, il y a une sorte de cordon de sécurité et jamais il va aller voir les micros pour dire une phrase. Il ne parle pas, il veut maîtriser sa communication. Et pourquoi il ne fait pas d'interview également au 14 juillet? C'est que Emmanuel Macron, il faut le dire, il méprise les journalistes politiques. Parce qu'il considère que les journalistes politiques, depuis des années, ne s'intéressent qu'à la forme, ne s'intéressent pas au fond, s'intéressent aux petites phrases, s'intéressent au buzz. Je vois Nicolas Boudot qui opine du chef. Donc apparemment, Emmanuel Macron a raison. Nous sommes dans le fond, on essaye d'être dans le fond. Sur ce point, et dernière chose qui me semble très importante, Emmanuel Macron, il n'a pas été dans le milieu politique pendant 20 ans. Il a été banquier d'affaires, et vous savez à quel point les patrons, les milieux d'affaires méprisent aussi les journalistes politiques, et beaucoup de Français aussi. Les journalistes tout court. Les journalistes tout court, il faut voir la cote qu'ont les journalistes auprès de l'opinion, donc il doit y avoir une part de responsabilité. Mais Emmanuel Macron méprise les journalistes politiques, et il considère qu'il ne fait pas partie de ce monde-là. Il dit souvent « je suis un métèque ». Je suis un métèque dans ce monde-là, j'ai jamais été vraiment accepté, et donc, eh bien, il maintient la presse à distance, et effectivement, pour lui, le cadre prestigieux et fastueux de Versailles lundi, une demi-heure pour dérouler sa pensée. Et éviter les questions dérangeantes des journalistes. C'est mieux, évidemment, plus pratique que d'avoir des questions dérangeantes ou des petites questions qui perturbent le discours. Qui vont lui parler des polémiques et des affaires. Il les maintient à distance. Nicolas Boudot, c'est à double tranchant, ça. Alors c'est quoi? C'est du mépris? Il a tiré les leçons de François Hollande? Oui, 2 choses. Alors, dites-nous. 2 choses. La première, c'est qu'il a probablement raison de faire ça parce que pour l'instant, son image suffit à maintenir une cote de popularité finalement assez haute. Et là, on est dans un moment où est en train de se jouer une règle de communication que Claude et moi connaissons bien, c'est la règle des 3 L. D'abord, on lèche, et c'est ce qui s'est passé avec Emmanuel Macron. Ensuite, on lâche, et c'est un peu ce qui est en train de se passer là. Et à la fin, on lynche. Et c'est toujours comme ça que ça se passe dans les relations entre les journalistes politiques, justement, et les hommes et les femmes, et les hommes et les femmes politiques. Et toute la question, elle est de nature économique. Si les couvertures d'Emmanuel Macron dans tous les magazines continuent de permettre aux 10 magazines de faire plus 20% de ventes à chaque fois, alors on continuera sur le premier L à être positif avec Emmanuel Macron. Et quand
on verra que économiquement, ça commence à baisser un peu et qu'il est moins bankable. On ira lui chercher des poux. Oui. Alors là, les journalistes politiques retrouveront leur capacité à faire leur travail comme ils le font de manière quotidienne dans la démocratie qu'est la France et pourront lâcher et en effet s'intéresser majoritairement, et je le déplore et je suis le premier à le déplorer, pour les journalistes politiques, souvent à l'écume des choses par rapport au fond. Mais il y a des journalistes rubricards pour aller parfois au fond des choses et au fond des sujets. Il y a quelque chose d'assez profond. D'abord, il y a réellement un syndrome Hollande. Oui, je vous rappelle qu'il était. C'est un tout miroir. observé. Il a tout observé, il a été l'Élysée. Ça, pour le coup, on le conçoit. Donc il a vu ça, c'est le premier point. Et le problème d'Hollande, Hollande est devenu ce qu'on appelle en termes de communication un émetteur faible. Il y avait une règle, et c'est Jacques Pilan qui l'avait fixée, quand on a un émetteur faible, on arrête de parler parce que vous êtes inaudible. Et François Hollande n'a jamais arrêté de parler. On est plus dans une phase, on est plus proche avec le président de la République de François Mitterrand. D'abord, dans son rapport à la culture, cet amour pour les livres, cet amour pour la chose écrite, et puis de la même façon de trouver des temps qui sont des temps forts, des temps de silence, etc. On est dans cette alternance. Et puis n'oubliez pas que le président de la République, c'est quelqu'un qui a très 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 bien lu les études Sevipov. Et il a très très bien lu, et d'ailleurs il le reproche aux journalistes qui l'ont eux pas bien lu. C'est-à-dire que ce que dit Sevipov en janvier 2017, où on explique que les Français à 91% n'ont plus confiance dans les femmes et les hommes politiques, et juste au-dessus, je vous rappelle, ce sont la presse et les journalistes. Donc on est dans ce contexte. Où il peut faire un reproche à la presse, c'est que ce que dit Sevipov sur les hommes politiques, c'était pas simplement de 2017. Sevipov disait la même chose en 2016, disait la même chose en 2015. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose de profond. Ça fait 20 ans oui, mais ça fait. Non, mais là, ça monte depuis. En tous les cas, depuis 5 ans. Et là, et moi, je l'ai senti aussi dans les premiers débats, lorsque je parlais de Macron il y a 1 an et demi, on me regardait comme un zouave. On me disait, mais bonhomme, et c'était des commentateurs politiques, des journalistes. Lui s'en souvient, et lui, le président, s'en souvient. Quand on le traitait de bulle, il n'aimait pas ça. Exactement, de boule. C'est une vengeance, quelque part. Il y avait une mais il réalité. peut se mettre à dos les journalistes et poursuivre son quinquennat tout en ayant des opinions favorables et s'en fiche, après tout, de... C'est à Parce distance. qu'il crée le désir. Il crée le désir de l'interview, il crée le désir de la parole. Pour l'instant, ici et ailleurs, on attend qu'il prenne la parole en disant il ne prend pas la parole, et cela crée une forme de désir dans l'opinion. Oui, mais faire des choix de journalistes, c'est une manière d'atteindre un peu la liberté d'expression, et c'est un pays où la liberté d'expression et la liberté d'informer est sacrée. Certes, mais je crois que l'information politique, elle reste à disposition des journalistes politiques, et qu'on peut la trouver dans la bouche du Premier ministre et de l'ensemble du gouvernement. Non, mais choisir les journalistes qui vous accompagnent dans un voyage, choisir les photographes... Mais très cyniquement, je vais vous dire, la politique, c'était il y a 15 jours, 3 semaines, ça a duré quelques heures, et je vois mal l'opinion se mobiliser pour... Oui, finalement, c'est des polémiques... Non. Franchement, dans notre corporation. Alors, on parle beaucoup de la com d'Emmanuel Macron, mais il a un adversaire redoutable dans ce domaine, c'est Jean-Luc Mélenchon, qui lui aussi a très bien compris comment faire le buzz, comment faire parler de son tout petit groupe à l'Assemblée, de 18 députés, je le rappelle. Un match des coms s'est engagé, ça a commencé cet après-midi, avec une déclaration à la presse du leader de France Insoumise. Puisque nous sommes convoqués pour entendre le monarque présidentiel s'exprimer, puisque nous sommes convoqués sans délai et mis à discrétion de sa bonne volonté à propos du débat parlementaire, eh bien nous nous rebellons et nous ne nous soumettons pas. Nous n'irons pas. Un coup de force qui précède un renversement de l'ordre des libertés publiques avec l'introduction de l'état d'urgence dans la loi ordinaire. Tout ça en moins d'1 mois. Nous n'avons d'autres moyens pour faire connaître notre alerte, la gravité de la situation, que de dire que nous n'irons pas à Versailles. Alors, je vais vous donner quand même le reste de sa déclaration, parce que c'est une déclaration qui a duré plusieurs dizaines de minutes, il me semble. Jean-Luc Mélenchon n'a pas lésiné sur le vocabulaire. Coup de force, monarchie pharaonique, système pyramidal, prééminence absolue du président. Jean-Luc Mélenchon a compris sur quelle corde il fallait tirer pour faire parler de lui ? Oui, et puis surtout en tirant cette corde-là, ça lui permet de se placer en leader de l'opposition. Leader factice, puisqu'on l'a dit, il a un tout petit groupe parlementaire, mais c'est lui qui occupe le terrain médiatique en ne faisant pour le coup là que de la communication, mais de la communication qui fonctionne, parce que pour l'instant, dans l'opposition parlementaire, on ne parle que de lui et de alors quelques que je le rappelle, et c'est l'information l'entourent. qu'on a eue juste avant d'entrer sur ce plateau, le PCF annonce aussi qu'il boycotte ce congrès, sauf qu'il l'a fait par communiqué de manière extrêmement discrète. Et il suit.
ils sont, Mais pour vous dire ils qu'ils ne sont sont pas à la dans la roue. communication. Oui, mais ils sont à la roue de Jean-Luc Mélenchon. Ils n'ont pas de leader. C'est lui qui. Oui, mais c'est lui qui tire. Vous êtes sur un champ de Le premier. décombres. Je vous rappelle quand même qu'il y a eu un premier tour de la présidentielle où a disparu le Parti socialiste et les Républicains, qui étaient quand même les deux partis institutionnels. Donc l'opposition aujourd'hui au Parlement, c'est une explosion du PS, qui ne sait plus comment il s'appelle et qui ne sait plus qui sera son leader. À la droite, on voit également cette explosion. Donc le seul qui est un peu structuré, c'est Mélenchon, donc c'est beaucoup plus facile de tenir cette parole. La limite de Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'on l'a vu dans l'hémicycle, quand il renvoie à la vieille politique. Alors c'est un petit peu difficile quand lui-même cumule 50 mandats. Hein. Alors que je dis cumule, c'est bien sûr qu'il a pas commencé à être élu à 10 ans. Mais ça veut dire qu'il a eu plusieurs mandats en même temps. Il a 55 ans de cumul. Donc parler de dégagisme, parler de vieille politique, quand on incarne ça, c'est un petit peu difficile. Et puis aussi, lorsqu'on voit dans la mise en scène de Mélenchon, alors d'abord, faut comprendre les rebelles. Hein. Un coup j'ai la cravate, un coup j'ai plus la cravate. Donc c'est quoi l'insoumission aujourd'hui? Mais en tous les cas, on voit quand même, c'est un homme qui tient son truc. C'est terriblement pyramidal chez les insoumis, c'est typiquement structuré. Et je vous rappelle, c'est quand même quelqu'un qui a une éducation trotskiste, qui sait ce que c'est l'organisation d'un parti, un parti extrêmement centralisé. Alors maintenant, il l'a rebaptisé mouvement, mais c'est véritablement un parti... Avec un culte du chef. Avec un culte du chef total. Il suffit de voir les trolls sur Internet. Non, mais il suffit de regarder les images. Puisqu'on en est à analyser les images et la communication, regardez les images qu'on voit. On voit toujours Jean-Luc Mélenchon seul, qui parle d'un collectif, mais c'est toujours lui qui parle. Quand il est arrivé, il a dit, bon, le président du groupe, ça sera moi, hein, parce que, au début... Racontez-nous les coulisses de ça, d'ailleurs, parce que ça a un peu râlé, quand même. Au début, c'est mieux. Avant, il disait pas ça. Avant qu'on lui avait posé la question, il dit, non, j'aspire à d'autres fonctions, du genre, c'est un petit truc pour moi. Finalement, il est président de groupe, et on a derrière ses camarades députés qui sont là, sans bouger. Qui hochent la tête. Qui hochent la tête. Et donc, de voir Jean-Luc Mélenchon qui personnalise à outrance son mouvement, dénoncer la personnalisation du pouvoir d'Emmanuel Macron, il me semble qu'il y a une limite. Il y a une deuxième limite, c'est l'outrance, un peu l'outrance. C'est que, à force de parler de coup de force, parler de pharaon, et si jamais à l'automne, Emmanuel Macron prenait une décision incroyable qui nous choquait tous, mais il n'y aura plus de mots. Une fois que vous avez dit coup de force, une fois que vous avez dit pharaon, qu'est-ce qu'il y a comme mot? Donc, à trop dramatiser, voilà, olou, le jour où c'est grave, et bien là, les mots auront utilisé, et je pense qu'il perd en crédibilité. Et d'ailleurs, quand on discute avec des électeurs de la France insoumise, ils disent souvent, il en fait trop, et voilà, c'est le travers de Jean-Luc Mélenchon. La guerre des coms est déclarée, en tout cas, c'est l'heure de la question politique de la semaine. Sondage Tilder LCI Opiniono, et je me tourne vers vous, Nicolas Boudot. 2 questions posées chaque semaine à un panel. Pensez-vous que la concertation en cours sur la future loi travail entre le gouvernement et les syndicats permettra d'aboutir à un compromis sur ce projet? C'était la première question posée à nos sondés, et ils sont plutôt partagés, Nicolas. Ils sont ultra partagés, oui. Comme on l'a dit tout à l'heure, la réforme du Code du travail, ce sera le gros marqueur du début du quinquennat d'Emmanuel Macron. C'est la première réforme, celle qui était promise, celle qui était attendue. La ministre du Travail et le Premier ministre ont commencé à mener des concertations. Et des opérations pédagogiques. Et des opérations de pédagogie. Et en cela, c'est plutôt réussi. Mais on voit que les Français demeurent circonspects. Alors, 2 choses à dire. La première, c'est que on a vu que la ministre du Travail avait réussi à enfoncer un coin dans l'unité syndicale. Et ça, pour l'avenir, c'est plutôt pas mal de ne pas avoir un front uni face à soi au mois de septembre, quand les ordonnances la gauche, faire éclater signées. la droite, faire éclater le Ça, syndicalisme. c'est plutôt pas mal. Mais 2 remarques malgré tout. On voit quand même des Français, une opinion publique qui reste circonspecte et ne croit pas vraiment en la capacité du gouvernement à faire passer cette réforme facilement. Et ça, c'est inquiétant dans ce tout début de quinquennat sur cette première réforme. Et puis, on l'a dit tout à l'heure, Muriel Pénicaud, il y a des soupçons qui pèsent sur elle lorsque, pendant la campagne, en tant que directrice générale de Business France, elle aurait fait passer un marché sans le mettre en concurrence. Ça peut abîmer sa capacité à mener à bien cette réforme. Deuxième question qui a été posée à ces sondés. La Cour des comptes indique dans son audit un déficit public supérieur à celui qui était prévu. Ça a été l'actu de la journée. Pensez-vous que le gouvernement pourra quand même mettre en œuvre les promesses de réduction des impôts faites par Emmanuel Macron durant sa campagne? Et là, beaucoup de scepticisme. Énormément de scepticisme. On voit que les Français
derrière la tête. Oui, La c'est ça, jurisprudence il y a de 95 avec la fin de la fracture Bien sociale dès l'été 95, la remise en cause des réformes en 2008 à cause de la crise, et puis dès 2012, une politique qui était beaucoup plus libérale que ce que les électeurs de François Hollande attendaient probablement. Et donc là, on est à peu près dans la même situation où les Français ne croient déjà plus à la baisse des impôts promise. On ne peut pas leur donner complètement tort, puisque le Premier ministre, dès cet après-midi, a expliqué que, bien entendu, il prendrait en compte le rapport de la Cour des comptes. Il a eu des mots très durs à l'endroit du gouvernement précédent. Mais sans hausse d'impôts, il a dit. Et ça, c'est assez chèque en classique. bois de Il 8 dit milliards pas de d'euros hausse du gouvernement d'impôts, précédent. mais pas de hausse d'impôts, ça veut dire flat et pas de baisse non plus. Ce qui veut dire que, fondamentalement, même si on a posé la question avant, les Français avaient senti le coup venir. Édouard Philippe a promis de contenir le déficit à 3% dès cette année. On passe côté coulisses, c'est l'heure des indiscrets. Et vous avez un indiscret tous les deux. Justine, on commence par vous. Oui, avec des nouvelles de Manuel Valls. Vous savez qu'il a officiellement quitté le Parti socialiste et que d'ailleurs à l'Assemblée, il siégera au sein du groupe En Marche. Alors est-ce que ce positionnement politique peut aller encore plus loin ? D'après nos informations, Manuel Valls aurait été reçu hier par Marlène Schiappa, qui est donc secrétaire d'État chargée de l'égalité homme-femme. Ils ont discuté de ce sujet. Ils ont sans doute aussi discuté laïcité. On sait que c'est un thème important pour Emmanuel Macron. Est-ce qu'il va être chargé d'une mission maintenant pour le gouvernement ? Le gouvernement dit que non, mais affaire à suivre. Et on suivra ça évidemment de très près avec vos infos Et à coulisses. mon avis, ils n'ont pas la même lecture l'un et l'autre. Oui, en plus. Renaud. Le congrès lundi. Et je peux vous dire que les nouveaux députés En Marche, notamment ceux qui n'ont aucune expérience politique, eh bien, ils vont peut-être avoir quelques désillusions parce qu'un parlementaire chevronné aujourd'hui me racontait qu'il a discuté avec eux et que certains se disaient « chouette, on va à Versailles lundi, on va pouvoir débattre avec le président, on va pouvoir discuter ». Pas du tout. Lundi, c'est un discours d'une demi-heure solennel du président. Les présidents de groupe, après, pourront répondre, mais le président sera parti. Il n'y a pas de débat. Et surtout, ce parlementaire disait « Lundi, pour nous, c'est une journée crevante. On doit se lever très tôt. On reste debout toute la journée. On rentre tard. On prend des bus. » Bref, les jeunes députés ou moins jeunes députés En Marche qui ne connaissent pas Versailles, lundi soir, seront peut-être déçus et seront fourbus de cette journée. C'est toutes les coulisses de ces nouveaux députés qui sont novices en politique, et il y aurait de quoi raconter beaucoup de choses parce que c'est assez drôle. Il y a du documentaire à faire, même à l'Assemblée. En quelques secondes, c'est inquiétant, ces députés si novices que cela, qui ne savent même pas qu'en congrès, on ne parle pas. Certains. T'as voulu voir Versailles et tu verras Versailles. À défaut de Vesoul, oui. Non, moi, les journalistes ne le savent pas non plus. Hein. Je pense que les Français voulaient véritablement qu'on sépare les deux mots carrière et politique. On est dans ce schéma-là. C'est un bol d'oxygène assez incroyable. Faisons confiance à l'avenir. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette discussion. Voilà pour le Grand Soir. Dans un instant, vous retrouvez Julien Domel, un nouveau point complet sur l'actualité. C'est le journal.